2020, une année très éprouvante, marquée par une situation pandémique qui a été très très difficile à toute l'humanité. Une année également où cette pandémie a eu des répercussions notamment sur l'économie mondiale et sur l'économie de nos États. Une année à travers laquelle le vent de déception est poussé par des populations qui n'ont jamais vu leur panier rempli malgré les chiffres avancés pour justifier une remarquable remontée du Togo sur le plan économique. Quelle analyse faire du budget voté à l'Assemblée nationale par les députés? En tout cas, nous allons évoquer le sujet. Notre invité, Ouro Akpo Tchaniao, ancien député à l'Assemblée nationale, l'homme a été très critique lorsqu'il siégeait quand il s'agissait des données économiques. Nous le recevons pour scruter le budget voté pour l'année 2021 par ses collègues à l'Assemblée nationale. Il est avec nous, mais avant de vous le présenter, recevez toutes nos salutations et nos remerciements parce que vous êtes très très nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube de la Gazette du Togo, que ce soit au pays et à l'extérieur du pays, notamment dans les pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie. Merci donc pour votre fidélité. Nous honore, honorable Ouro Akpo Tchaniao, merci pour la disponibilité. Je rappelle que nous vous avons pris, je dirais, pas dans les meilleures conditions, mais vous vous êtes rendu disponible et merci. Non, c'est un devoir pour moi. J'étais à Sokodé dans le cadre des activités de la mairie, puisque je suis conseiller au niveau de conseil municipal au niveau de la mairie de Sokodé. Nous étions en session budgétaire et il fallait que je participe puisque c'est la dernière session de l'année qui prévoit aussi les prévisions budgétaires pour l'année 2021. Donc j'étais rentré hier, heureusement, votre invitation était tombée au bon moment et c'était un devoir pour moi de venir apporter un tant soit peu des éclairages pour des questions qui méritent d'être analysées ensemble. Et je tiens sincèrement à vous remercier pour tout ce que vous faites, parce qu'il faut reconnaître que votre métier devient de plus en plus difficile. Il était difficile avant, mais il devient de plus en plus difficile par rapport à la situation que nous vivons. Et donc, je voudrais vous rendre un hommage particulier par rapport à tout ce que vous faites. Merci donc votre disponibilité, comme je l'ai dit, nous honore et nous attaquons tout de suite, mais avec plutôt l'expérience que vous êtes en train de faire maintenant avec le nouveau statut de conseiller municipal à l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée nationale à la mairie. Comment ça se passe? Oui, bon, en fait, puisque moi, d'abord, je suis enseignant de formation. J'ai pratiquement enseigné à tous les niveaux, jusqu'à l'université. J'ai enseigné 6 ans à l'université de Cara. Donc, le domaine économique, je peux le dire que c'est mon quotidien. Les chiffres aussi, je les aime, puisque j'ai enseigné la statistique et l'économie générale à l'université de Cara. Donc, les interprétations, les prévisions, les anticipations, j'arrive à vite comprendre l'évolution des choses. Ce qui a fait que quand on était à l'Assemblée nationale, comme vous l'aviez dit, la partie économie ne pouvait pas m'échapper. Et bon, c'est vous qui le dites, j'ai été très critique. Pour moi, en tout cas, c'est l'état de... C'est ce qui se dit. Au fait. Donc, c'est vrai que depuis que je ne suis plus à l'Assemblée, j'ai participé à la confection des budgets de certaines mairies en Lomé. Et j'ai une vue d'ensemble de ce qui se passe par rapport au fonctionnement de nos municipalités. Mais par rapport surtout à la mairie de Tchaoudjo 1, où je suis élu, les difficultés sont encore plus grandes. Plus grandes à telle enseigne que la vie là-bas a été beaucoup heurtée. Vous connaissez, il y a eu des couvre-feux, la ville a été mise en quarantaine pendant des périodes, la population vit dans la peur, tout ça là. Depuis les élections, bien avant les élections, et puis après les élections, c'est le Covid-19 qui est arrivé. Tout ça là a fait que, pour ce qui concerne la municipalité de Sokodé, les recettes internes sont très très faibles. Et j'ai été surpris de constater que l'ancienne délégation spéciale a laissé une ardoise
est vraiment élevé et qu'il faut éponger. Estimé à combien, par exemple? Non, bon, je n'ai pas les détails, je ne voudrais pas aller dans les détails aussi. Il y a quand même des arbres. Oui, bien sûr. Il y avait la consommation d'électricité, l'eau, certains entretiens, tout ça là qui était resté. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, la nouvelle équipe est en train d'éponger et c'est très difficile. Donc, nous disons qu'il va falloir appeler la population à comprendre que le fonctionnement de la mairie, d'abord c'est pour eux et c'est pour satisfaire leurs besoins qui concernent les services publics. Donc, il faudrait que la population adhère parce que nous avions constaté qu'il y a un peu de l'indiscipline au niveau de la fiscalité. Les gens ne veulent pas payer et quand on leur demande, ils sont prêts à fermer leur boutique pour ne pas payer. Et on a comme l'impression que pour eux, payer les impôts, c'est donner une arme à l'adversaire qui les torture tous les jours. Vous voyez, donc cette situation est un peu pénible. Et voilà, je reviens de ce côté. Vraiment, il va falloir trouver des voies et moyens pour amener la population à comprendre que désormais, il y a certaines choses que le gouvernement ne va plus faire parce que nous sommes en période de décentralisation et que les élus locaux sont là comme le gouvernement local pour gérer la situation, mais sur la base des recettes fiscales, la contribution des opérateurs économiques. Vous savez, la ville de Sokodé est une ville commerciale, mais le secteur informel domine à plus de 95%. Donc, la collecte au niveau de la population est difficile. C'est très difficile, vu ce que nous avions vécu, parce que le vécu quotidien des uns et des autres, ça a mis des gens dans une forme de rébellion par rapport à ce qui concerne l'administration publique. Donc il va falloir expliquer à la population que désormais les mairies ou disons les communes sont notre représentation, que le développement de notre ville nous appartient tous et que personne ne viendra construire notre ville à notre place. Et j'ai eu une discussion avec le préfet et effectivement il disait que pour développer sa ville, on n'a pas besoin d'être de l'opposition ou du pouvoir. Donc le développement de la ville nous incombe tous et la ville elle est là, nous sommes de passage et chacun doit apporter sa pierre à la contribution au développement, à la construction. Et c'est ce que vous allez constater dans la plupart de nos communes. Et c'est vrai qu'il faut en tout cas tirer ce chapeau-là. C'est un début, les gens sont en apprentissage, mais par rapport à ce que moi j'ai vécu au niveau de l'Assemblée et maintenant au niveau de la pratique communautaire, je pense que l'adaptation est en train d'aller un peu comme on pouvait s'y attendre. Alors, dites, le comportement des populations de Sokodé vous surprend-il? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est une population qui a été victime. Elle a été victime d'une répression que nous avions dénoncée. Et même, j'ai eu à écrire à certaines organisations internationales pour venir apporter un soutien psychologique à cette population qui peut à tout moment débloquer. Parce que ce que la population a vécu, ça pouvait créer des traumatismes. Ou ça a créé des traumatismes. Et les gens sont en droit de ne pas toujours faire confiance à l'administration publique, de ne pas faire confiance à ce qui se passe. Mais il nous revient à nous, en tant qu'élus, pour aller leur parler, pour leur dire qu'effectivement, ceux qui sont venus vous faire du mal, et ils sont là, mais aujourd'hui, le développement de la commune nous incombe tous. Donc, notre devoir, c'est d'aller vers la population, de l'amener à comprendre que nous sommes en phase de développement local. Ça n'a rien à voir avec l'administration publique centrale. Mais il y a un cas de figure, puisque vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a par exemple des personnalités
qui ont été à la base de la situation dramatique vécue par les populations et qui aujourd'hui également se retrouvent avec leur nouveau statut d'élu de conseiller municipal et qui vont vers ces mêmes populations. Est-ce que de ce côté-là, il n'y a pas un véritable problème? Oui, il y a un problème. Et c'est pour ça que notre présence a un rôle. C'est difficile pour nous parce que tout de suite, on peut nous assimiler. Et d'ailleurs, même, les gens ont vite fait de nous assimiler. Ou de vous qualifier de vendus. Ou de vendus. Vous vous rappelez, le 23, c'était le 23 juin 2019, en pleine campagne. La population n'a pas hésité à crier sur Jean-Pierre Fabre et son équipe. J'y étais puisque j'ai été tête de liste pour les élections locales à Tchaoudjo 1. Mais c'est ce que nous avions vécu parce que ça dépend de ce que les gens sont allés raconter. Que pour eux, toute personne qui participe aux élections locales doit être assimilée au RPT UNIR. Et les gens n'ont pas hésité à aller voter la liste UNIR pour faire du mal à l'ANC. Mais est-ce qu'il faut, sur la base de ça, abandonner la lutte ou abandonner son engagement personnel? Pour nous, c'est une conviction. C'est une conviction. Et nous sommes, est-ce que c'est un devoir pour nous d'aller vers cette population, de parler, parce que les Ivoiriens le disent, tant qu'on se parle, on finit par se comprendre. Donc, la situation, quand j'ai écouté le directeur de l'hôpital de CHR de Sokodé, et quand il parlait, qui n'est pas originaire de Tchaoudjo, il n'est même pas Kotokoli. Et quand il parlait, j'ai senti l'amour qu'il a pour cette ville, pour cette préfecture. Et tu sens que les gens sont prêts à donner le meilleur d'eux. Alors il faudrait que la population comprenne que nous avons vécu une situation, mais il faut reconstruire notre ville. Ça se révèle un chantier difficile. Mais c'est très difficile. C'est très difficile. Aujourd'hui, la ville de Sokodé est dans un état de délabrement total. Toutes les institutions locales sont en difficulté. Mais, pour autant, je sais que le Kotokoli, l'homme de Tchaoudjo, c'est quelqu'un, un patriote révélé. Et nous allons nous organiser pour relancer un tant soit peu les activités pour développer cette ville, parce qu'elle en a vraiment besoin. Alors, aujourd'hui, sur quelles ressources vous fonctionnez? Oui, ben, disons, les taxes. Et vous savez que le marché de Sokodé est en construction. On a déplacé la population vers un endroit qui n'est pas... Bon, sincèrement, il faut reconnaître que les recettes locales, c'est un peu dérisoire. Encore que à l'époque... les grandes entreprises n'existent pas en tant que telles. Bon, c'est vraiment difficile. Je le disais, l'activité principale là-bas, c'est le secteur informel. Et donc, quand on a parlé prenons un exemple, comment l'appelle-t-on, la taxe d'habitation, mais c'est vraiment dérisoire. Ça n'atteint même pas 10 millions. Ça n'atteint pas 10 millions. Alors qu'on a commencé par percevoir ça? Non, les grandes sociétés installées payent. Les boutiques payent. Mais c'est vraiment dérisoire par rapport aux autres communes. Moi, j'ai travaillé avec... je connais le budget de certaines communes à nommer, mais le budget total de la commune de Tchaoudjo 1 ne fait même pas le budget du personnel de certaines communes à nommer. Mais vous voyez, il y a des investissements qu'il faut faire. Nous avions parlé du petit marché de Sokodé, qui était dans le temps un centre commercial, mais qui est totalement dans un état de délabrement. Et je salue ici la vision du maire actuel qui nous, en tout cas après discussion, il fallait maintenant lancer un appel d'offres à la population, à nos frères qui sont à l'étranger, pour qu'ils viennent investir, et en tout cas pour reconstruire. Aider à reconstruire la ville. Aider à reconstruire, non seulement aider à reconstruire la ville, mais construire ce marché-là, le faire de ce marché, le petit marché-là, un centre commercial plutôt qu'abandonné
au marché des moutons seulement. On pouvait faire de ça un centre commercial. Et là, c'est un appel que je lance en même temps à nos frères qui sont à l'étranger de revenir parce que vraiment le chantier, il est très grand. Alors, dites-nous, comment se fait la cohabitation au niveau de entre vous, élus municipaux? Non, c'est en tout cas, parce qu'au-delà de tout, nous sommes des frères. Nous sommes des frères, nous avions, nous venons des mêmes localités. Et donc, quand il s'agit de la question de la ville de Sokodé et de ses environs, là, il n'y a plus question d'opposants ni du pouvoir. C'est vrai que dès le départ, comme on le sait, UNIR était majoritaire et ils ont tout pris, comme la Tchaba a toujours l'habitude de le dire. Nous, à UNIR, nous, au RPT, on prend tout. Ils ont tout pris, mais nous sommes là, on dit bon, ce n'est pas les postes qui importent, ce n'est pas quoi que ce soit qui importe. Nous allons travailler et nous travaillons. Je vous assure que depuis que nous sommes là-bas, il n'y a même pas un revenu. Par exemple, moi, pour arriver, j'ai pris mon véhicule, j'ai consommé au moins 25 litres aller, 25 000 du carburant aller, 25 000 francs du retour. Mais je n'ai pas été payé. C'est à mes propres frais. Et chaque fois que nous nous déplaçons, c'est à nos frais. Parce que la commune n'est pas en mesure de payer, de faire face à ces dépenses-là. Donc c'est une question de patriotisme, c'est une question d'engagement personnel. Donc nous devons pouvoir expliquer cela à nos frères pour qu'ils puissent comprendre que le développement de la ville, désormais, ce n'est plus quelque chose pour l'État, mais c'est la communauté elle-même. Chacun doit pouvoir se prendre en charge pour développer sa communauté. Alors, comme vous le dites, puisque vous êtes revenu plusieurs fois sur parler aux populations, chacun doit comprendre et tout, et qu'est-ce que vous faites au niveau de la commune pour amener les populations à comprendre ce côté fort du travail qui attend en matière de décentralisation? La première des choses, c'est de comprendre la population. Parce que, comme je le disais, elle a été traumatisée. Il y a beaucoup de personnes qui ont fui, qui ont quitté la ville. Il y en a qui ont vu leur commerce détruit, même incendié, tout ça là. Donc, c'est qu'il faut aller les écouter. Il faut les amener à sortir tout ce qu'ils ont emmagasiné. Parce qu'ils en ont. Et maintenant, leur parler. Et nous avions décidé d'aller leur parler. Et ça, je salue la disponibilité des uns et des autres. Le maire est très, très ouvert. Les conseillers qui étaient là, tout le monde est très ouvert. Et le préfet aussi a son expérience qu'il nous a en tout cas livrée. Et nous disons que pour l'intérêt de la ville de Sokodé et de la commune de Tchaoudouan, nous devons taire nos différences et faire développer parce que ça nous tient à cœur. Et vous voyez aujourd'hui, ceux qui ont fait cette ville, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Alors c'est notre temps. Et ils ont laissé leur marque. Nous avons vu, quand on était au collège jusqu'au lycée, mais la ville de Sokodé était une ville animée. Chaque mercredi, les activités sportives, culturelles, il y en avait partout. Les marchés, aujourd'hui, il n'y a plus rien de ça. Alors c'est notre temps. C'est à nous maintenant de relever cette ville. Et nous avions l'intérêt à oublier nos querelles pour faire face au développement de la ville. C'est très important et c'est un appel que je lance à tout le monde. Honorable Ouro Ako-Tchaniaou est notre invité dans cette émission qui évoque l'impact économique de Covid-19 sur l'année 2020. Alors, en termes d'impact, selon vous, nous savons que l'économie mondiale est paralysée, très affectée, mais spécialement pour le Togo. Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes d'impact de cette pandémie sur notre... Je vous remercie très sincèrement de cette analyse que nous sommes en train de faire. Et quand j'ai participé au débat en plénière sur l'adoption du budget, et il a été clair que le secteur touristique a pris un coup sérieux. Les hôtels, il n'y en a plus, il n'y a plus de clients. Le secteur de transport aussi. Et qui dit transport, pour la plupart des cas, c'est le secteur informel. Et vraiment, les gens, beaucoup d'hôtels ont fermé, même si
les hôtels n'ont pas fermé, beaucoup de personnes ont été licenciées, il y a beaucoup d'activités qui ne marchent plus, au marché même, nos femmes se plaignent. Donc, le secteur touristique, le secteur informel ont pris vraiment un sérieux coup. Et même au niveau du budget, cela s'est senti. Il y a une baisse de plus de 27 milliards qui a été constatée par rapport aux recettes locales. Et le ministre de l'économie et des finances nous a rassuré que les grandes sociétés, surtout qui sont dans le secteur minier, ont réussi à s'adapter. Et que même il y a d'autres activités qui ont été créées par rapport à la fabrication de masques, du gel, tout ça là. Donc il y a une compensation qui a fait que l'apocalypse qu'on avait prédit ne s'est pas réalisé, c'est vrai, mais il faut reconnaître que le secteur informel a pris vraiment un sérieux coup. On prévoit, selon l'exposé des motifs du gouvernement, qu'en mars prochain, la situation normale, on prévoit la situation normale à partir du mois de mars prochain. Vous vous rappelez que depuis le 1er avril, après les discours du chef de l'État, le Togo est dans un état d'urgence. Qui a été reconduit donc sur 6 mois. Donc la fin, probablement, ce serait en mars et que nous attendons que vraiment la pandémie recule sérieusement et que les activités reviennent, parce que il faut reconnaître que c'est un peu difficile. Au niveau de la population, surtout 70% de la population togolaise est dans le secteur informel, et ça, il n'y a pas, quelles que soient les mesures que le gouvernement prend, cette partie-là de la population est pratiquement abandonnée. On nous avait parlé de l'OVC, qui n'a pas donné grand-chose, puisque beaucoup de personnes ont profité pour se mettre les poches pleines. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Parce que moi-même j'ai écrit un article où j'ai critiqué la manière dont cette décision a été faite, surtout les affectations, parce qu'on ne peut pas dire que c'est sur la base de la carte électorale qu'on va bénéficier de ça, alors qu'on connaît les identités des uns et des autres. Donc à partir de cet instant, il y a déjà une ségrégation, et vraiment c'était sectaire, et nous avions dénoncé cela. Mais malgré ça, les gens ont profité pour se mettre les poches. On a dit qu'on a arrêté des gens et que le vice n'a pas continué. Je prends l'exemple de Sokodé, Adjengré, Touboua et Tchamba, tout récemment, lorsque cette zone a été bouclée pendant au moins 2 ou 3 semaines. Mais de quoi vivait cette population-là? Et j'avais écrit un article en le disant que les décisions du gouvernement, en tout cas, met la population dans une situation difficile. Soit elle reste à la maison et elle meurt de faim, soit elle sort en ville et elle meurt de Covid. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que dans cette situation, moi, j'aurais souhaité qu'on privilégie le respect des mesures barrières et, en tout cas, le matériel de lavage des mains, un contrôle strict par rapport à cette situation, que de mettre les couvre-feux ou de mettre les villes en quarantaine sans aucun accompagnement. Et ça, cette situation, la population a pris un coup. Tout ce qui était, beaucoup de commerçants ont vu leur chiffre d'affaires disparaître parce qu'il fallait utiliser le peu de moyens qu'ils ont pour payer la nourriture, tout ça là. Donc ça a fait qu'aujourd'hui, le secteur informel a pris un sérieux coup. Et bon, les prévisions sont tellement, en tout cas, pour montrer que la situation va s'améliorer, et nous attendons de voir. Quand vous dites que la situation va s'améliorer, vous avez parcouru le budget voté à l'Assemblée nationale, mais vous avez porté un regard critique vis-à-vis de ce budget. Est-ce que c'est un budget qui véritablement peut permettre une certaine amélioration de la situation économique? Une certaine amélioration, on ne peut pas le prévoir, parce que personne n'avait prévu l'arrivée de Covid-19 et son arrivée a tout chamboulé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, selon les prévisions, le mois de mars sera, en tout cas en mars, certainement que les mesures liées
à l'état d'urgence. Dans l'espoir que... Oui, on ne décide pas de rallonger encore. Bien sûr. Donc ça, tout est conditionné par cette situation-là. Parce que sinon, on ne peut rien. Donc, tout est conditionné par cette situation. S'il y a encore des couvre-feux, parce que encore faut-il savoir si les couvre-feux ont un impact dans la limitation de la progression selon la coordination. Oui, parce que moi, je vois autrement la chose, parce que on pouvait intensifier les mesures barrières, augmenter le contrôle par rapport au comportement des uns et des autres, que d'imposer des couvre-feux. Parce que, vous savez, il y a des activités que les gens mènent la nuit. Aujourd'hui, on dit on ne doit pas aller rester dans un bar pour boire tout ça là. Mais le chiffre d'affaires, dans beaucoup de cas, cependant, a baissé. Et c'est des gens qui travaillent. Donc le travail de nuit, tout ça là, on ne le voit pas. Mais c'est des situations difficiles. Et beaucoup d'entreprises ont pris le coup. Donc il fallait voir tout ça là. Et puisque on pouvait, nous ne sommes pas, la population n'est pas aussi grande pour dire qu'on n'arrive pas à contrôler les gens, on pouvait privilégier pour moi les mesures barrières avec le lavage des mains, la multiplication des gels, le contrôle de l'utilisation du port de cache-nez, tout ça là, plutôt que la mise en quarantaine de certains milieux qui sont déjà en quarantaine. Quand vous prenez la ville de Sokodé, elle a été mise en quarantaine pendant des années, avant même l'arrivée de Covid-19. Alors, mettre la ville là en quarantaine, alors qu'elle était déjà en quarantaine, la population Tchamba, qui est déjà par rapport à Sokodé désenclavée, vous voyez, toute la région centrale a été affectée. Et qui dit la région centrale dit pratiquement l'activité économique, une bonne partie de l'activité économique du pays. Donc, on nous dit que l'état d'urgence sera levé en mars. Nous croisons les doigts. En tout cas, on espère bien que l'état d'urgence soit levé. Revenons donc à ce qui nous unit ou nous rassemble aujourd'hui. C'est autour du budget voté par vos collègues députés à l'Assemblée nationale. Vous devez certainement avoir des échos entre l'époque où vous siégiez, où les débats sur le budget se faisaient ressentir, et aujourd'hui où ça passe comme une lettre à la poste. Comment vous analysez les deux époques? Bon, je ne voudrais pas... Est-ce que c'est vous qui ne faisiez pas bien, ou bien vous étiez beaucoup plus trop opposant pour voir les réalités? Bon, j'ai eu l'occasion et l'honneur de participer, en tout cas j'étais présent. Et quand j'étais arrivé, tout le personnel qui me connaissait, les gens m'ont approché pour me dire ce que vous venez de dire, que vous nous avez manqué. Même certains députés qui me connaissaient me l'ont dit, que vous nous avez manqué, parce que, vous savez, notre objectif quand on était à l'Assemblée, ce n'était pas de s'opposer pour s'opposer. C'était quand même attirer l'attention sur ceux qui gouvernent par rapport à certaines décisions. Vous voyez, quand on était arrivé, c'était le début de la SCAP. Et nous avions dit stratégie de croissance accélérée et promotion de l'emploi. Donc, on était là, il y avait la DSRP 1, DSRP 2. Quand vous analysez tout ça, là, il y avait des échecs. Et les raisons des échecs étaient là. La manière dont on gère la dette. Avec, pour nous, en tout cas, on n'a pas hésité à le dire, que c'est de l'arnaque économique, politique, que les gens ont introduit à travers ce qu'on appelle le pré-investissement. Et on demande aux entrepreneurs de préfinancer les activités et après on amène. C'était vraiment de n'importe quoi. Et vous avez vu, de 2010 à 2015, la dette publique du Togo a explosé. Alors qu'en 2010, le Togo a bénéficié de ce qu'on appelle l'initiative PPT, où la dette publique est passée de 1244 milliards à 700 milliards. Mais de 2010, octobre 2010 à 2015, elle est passée de 700 milliards à 1036 milliards. Vous voyez? Et après 2015, c'est l'explosion. On était à la porte de 2018, à la fin de l'année 2019, 2018, à plus de 2000
200 milliards, soit plus de 80,08% du PIB. Alors qu'on avait attiré l'attention du régime que la manière dont vous organisez pour gérer le denier public, c'est que on a comme l'impression que on a donné un blanc-seing à ceux-là qui s'enrichissaient. C'est que enrichissez-vous vous-même. C'était de l'oligarchie. Et nous avions dénoncé. Et nous n'avions jamais cessé de le dire à chaque étude du budget, parce qu'il y avait des failles. La manière dont les recettes sont collectées, nous n'étions pas d'accord. La manière dont les recettes sont distribuées, nous n'étions pas d'accord. Surtout, il y avait des secteurs qui étaient abandonnés. Le secteur de la santé, qui à un certain moment même, une bonne partie des activités ont été cédées à des organisations internationales, ce qui est vraiment regrettable. Ensuite, le secteur de l'éducation, il y avait des grèves intempestives parce qu'il y avait des problèmes. Alors qu'on donnait de l'argent gratuitement comme ça à des entreprises qui n'ont jamais fini leurs travaux. Je me rappelle tout récemment, je ne sais pas, il y a eu un débat entre les journalistes sur certains sentiers de Eboumof, entre Mango et Tapaon, qui sont abandonnés jusqu'à présent. Et on disait, surtout la route de Bakwassi. Voilà, très poussiéreuse. Jusqu'à présent. Alors que ce budget a été financé 2 fois. Et je me rappelle que le docteur Kampatib, qui était député de Hadi, plusieurs fois a rappelé cette situation-là. Jusqu'à notre départ, il y avait beaucoup de financements comme ça, qui sont partis en l'air. Il y a des projets réalisés sur le papier, mais qui n'ont jamais été réalisés sur le terrain. Donc, nous avions dit que l'ASCAP comportait en elle-même des éléments de son inefficacité et qu'il fallait corriger. Mais ça n'a pas été corrigé. On nous a introduit le PND. Je rappelle que quand on était à l'Assemblée, nous n'avions pas voté le PND. Pas parce que ce n'est pas un bon projet. Non. Mais c'est les éléments qui devraient contribuer à sa réalisation qui ne nous paraissaient pas en harmonie ou en accord par rapport à la réalité. Et l'ASCAP a mis l'accent sur les investissements privés. Quel investissement privé? Les investissements privés à l'extérieur ou les investissements privés à l'intérieur? Et voilà la suite de PND, c'est qu'on est en train de vendre les sociétés d'État. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Togocom. Oui. Mais sincèrement, c'était un désaveu par rapport à la gestion. Nous nous sommes opposés à la manière dont la session a été faite. Après, c'est nouvelle société de coton. Mais moi, j'ai ressenti très mal dans mon corps lorsque cette société a été... D'abord, la loi a été votée. Et j'ai sorti un article pour expliquer la façon dont toutes les sociétés d'État qui avaient été cédées les objectifs n'ont pas été atteints. J'ai parlé de la CET au départ qui avait été cédée, c'était devenu Togo Électricité, mais les résultats, on connaît, c'est la dette qui a été multipliée. Nous avions vu la gestion du port au temps de Jacques Dupuy et après Bolloré, aujourd'hui. Et ce qui est encore écœurant, et j'ai posé le problème, c'est que dans l'analyse du budget de cette année, je n'ai pas vu de questions par rapport au port, au fonctionnement du port. Alors que quand on était à l'Assemblée, il y a certaines sociétés, on prend au moins 1 heure ou 2 heures de temps pour débattre avec les représentants. Et il y avait des questions bien précises. Et je n'ai pas vu des questions sur la Lunato, je n'ai pas vu des questions sur la SAFER. Une société énigmatique, parce que depuis que nous sommes là-bas, nous avions toujours demandé un rapport bien structuré et organisé de la SAFER. On ne l'a jamais eu. Et aujourd'hui, avec l'histoire de Petrol Gate, les députés devraient être beaucoup plus regardants, parce que la SAFER bénéficie d'une taxe parapublique qu'on appelle le droit d'assises. Le droit d'assises, c'est cette taxe-là qu'on prélève quand aujourd'hui ça fait 28 francs sur chaque litre de carburant
lorsque, non pas du carburant, les produits pétroliers, tous les produits pétroliers qui arrivent, avant de franchir la douane, on doit prélever 28 francs sur le litre. Toute cette somme. Et ça sert à quoi? Les 2 tiers vont à la SAFER. Pour faire quoi? Pour l'entretien des routes. Mais on ne nous a jamais fait un rapport sur l'entretien des routes. Quand vous voyagez, vous allez voir, on a mis, on fait panchi là. Sur les routes, on met tout ça là, un peu du goudron, et puis bon, vous arrivez, 2 semaines après, c'est un nouveau trou par ici. Donc, c'est le rôle de la SAFER pour arranger. Vous avez vu que là, ils ont mis 4 à 5 ans pour arranger la route de l'hôpital qui vient jusqu'au camp. Et nous avions toujours interpellé le directeur de la SAFER qui n'a jamais daigné de venir à l'Assemblée nationale. Donc, et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec les révélations de la presse sur l'histoire du pétrole, normalement, ce débat devrait être intense à l'Assemblée nationale pour comprendre les tenants et les aboutissants. Donc, la SAFER bénéficie aussi d'un péage au niveau de nos routes. Et personne n'a jamais fait le compte à personne. Aujourd'hui, moi j'ai été vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale pendant plus de 5 ans, mais je ne connais pas combien les péages apportent par an. Et les 5 années cumulées, personne n'a jamais. Vous vous rappelez, au temps de l'autre qui était le directeur de la SAFER, comment il s'appelle, Ferdinand Chamsi, vous connaissez l'histoire. Donc, à l'époque, on était FER, qui a été dissous, qui est devenu CAPER, et aujourd'hui on est SAFER, peut-être bientôt c'est Saint-Père. Donc, ça veut dire que quand ça ne va pas, on dissout. Mais on ne rend pas compte. On va de sigle en sigle. Oui, on va de sigle en sigle. C'est la même chose. On est parti de Sotoko, on est arrivé à Société nationale de la nouvelle Société nationale de coton aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qu'on nous cache? Aujourd'hui, on nous dit que bientôt ce serait le tour de la société. Mais il y a un problème. Et là, en tant que représentant de la nation, à l'Assemblée nationale, on doit chercher à comprendre. Voilà pourquoi les gens pensent que nous, on faisait de trop. Non, on ne faisait pas de trop. On voulait savoir comment ça se fait. Et on voulait mettre les gens devant les responsabilités. Malheureusement, à l'époque, il faut reconnaître que beaucoup d'éléments n'étaient pas en notre faveur. Je prends l'exemple de la Cour des comptes, qui, durant tous les 5 ans que nous étions restés, n'a jamais pu réaliser un rapport qui puisse produire un effet de droit. Tout simplement parce que le président de la Cour des comptes n'a pas eu l'occasion de prêter serment. C'est un geste hautement juridique, mais aussi simple que ça. On prend 1 heure de temps pour faire ce travail-là, pour permettre à la Cour des comptes, pour permettre à la fonctionnelle. Parce que si le président de la Cour des comptes ne prête pas serment, pour que celui qui reçoit son serment le renvoie à ses fonctions, il ne peut pas recevoir le serment des greffiers de la Chambre correctionnelle de la Cour suprême. Et si ceux-ci n'ont pas prêté serment devant le président de la Cour suprême, ils ne peuvent pas réaliser un rapport que le procureur de la République puisse saisir et attaquer qui que ce soit. Donc, c'est pour ça que nous avions compris que peut-être que... Est-ce que c'est fait à dessein? Bon, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à cette question parce que on ne nous a pas dit que nous sommes dans une oligarchie où le mot de passe, c'est que servez-vous vous-même, enrichissez-vous vous-même. Mais vous l'aviez dit, vous aviez déjà conclu à ça. Je ne l'ai pas conclu, mais... c'est un constat. C'est un constat. C'est un constat parce qu'on a comme l'impression que personne n'est inquiété. Nous avions vu des gens détourner des milliards. Mais ils n'ont jamais été inquiétés. Vous pouvez me poser la question, je vous retourne, la question de la route... Forcément la route Lomé-Voga. Et ça a été fait devant les députés, devant l'Assemblée nationale, que les révélations ont été faites, que l'argent
les 26 milliards ont été détournés. Quand vous avez dit quand même que l'entreprise, il y avait une entreprise... Une entreprise qui a pris l'argent. Qui s'était équipée. Mais on n'a pas vu l'équipement. Et jusqu'à présent, cette affaire, personne, ça fait plus de 5 ans, c'est fini. Ça rentre dans... Il paraît que le dossier est sur la table de la Lucia qui doit... Non. Qui a confié avoir déposé, je crois, le dossier sur la table du procureur de la République. Vous permettez, nous étions là quand la loi sur les infractions assimilées et autres avait été votée. Et j'y étais. Et à l'époque, je me rappelle, le député Jean Kissi n'était pas du tout d'accord avec nous, parce que pour lui, on ne devrait pas, en tout cas, donner. L'ANC en avait voté. Et parce qu'il y a l'article 4 de cette loi qui disposait que les représentants de la APUSIA sont désignés par ceux qui devraient faire l'objet de contrôle. Le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. À partir de cet instant, il y a problème. Mais nous avons dit que c'est au pied du mur qu'on, en tout cas, juge le maçon. Mais nous avions, en tout cas, je pense que c'est le député qui avait raison. Donc ça a été une erreur. Non, ce n'était pas une erreur. Mais l'article 4, on devrait se battre pour modifier l'article 4. Parce que celui qu'on doit contrôler ne doit pas désigner celui qui va le contrôler. Il y a une erreur. Et à partir de cet instant, j'ai compris que la APUSIA ne pourra rien faire. La APUSIA ne pourra rien faire parce que depuis qu'elle est là, elle n'a pu rien faire. Donc, je ne compte pas trop sur elle. Je compte beaucoup plus sur la Cour des comptes. Malheureusement, je vous ai expliqué qu'elle aussi, elle est bancale. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quand même des gens qui perçoivent leur salaire. Ce n'est pas question de percevoir leur salaire. Enfin, ce que je veux dire au niveau de la Cour des comptes... Oui, mais ce n'est pas volontairement qu'ils le font. Je vous dis que juridiquement, ils n'ont pas la compétence pour faire le travail. C'est une question de volonté. Il suffit que le chef de l'État dise, bon, aujourd'hui, je suis disposé à recevoir le serment du président de la Cour des comptes pour que la Cour des comptes fasse son travail. Parce que, vous savez, la Cour des comptes est la machine à broyer le travail de l'Assemblée nationale. Parce que elle a la possibilité d'aller vérifier les factures des sociétés d'État et n'importe où. Lorsque l'Assemblée nationale veut avoir certaines informations, elle doit se référer à la Cour des comptes qui peut aller faire le travail. Mais le rapport de la Cour des comptes aujourd'hui, puisque le président de la Cour des comptes n'a pas prêté serment, ne peut pas produire un effet de droit. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ça orne les tiroirs. Oui, bien sûr. Bon, c'est les tiroirs. Vous vous rappelez, entre-temps, la Cour des comptes avait fait un rapport sur les délégations spéciales. Oui. Et avait ressorti des dysfonctionnements, des choses. Mais c'est resté. Avec une affaire d'achat de serrure. Oui, mais ça ne peut pas produire un effet de droit. On a juste pris acte. On a juste pris acte. Et c'est la situation. Parce qu'aujourd'hui, c'est la même chose pour la APUSIA, qui normalement pouvait faire le travail, mais je ne suis pas sûr qu'on peut s'attendre à quelque chose par rapport à la APUSIA. Alors, dans ce budget 2021, en dehors du fait qu'on n'a pas, je dirais, intégré une certaine mobilisation de ressources devant provenir de SAFER, du port, de la Lonato, quelle autre remarque ou observation, enfin, ou insuffisance comporte ce budget? Oui, bon, en réalité, le budget on ne peut pas dire que le budget comporte des insuffisances. Maintenant, c'est aux députés de faire leur analyse pour ressortir les insuffisances. Et ça, personnellement, je ne l'ai pas vu. Quand je parle... Vous avez parcouru quand même... J'ai parcouru tout le rapport de l'étude au fond. Parce que tout se passe là-bas, c'est un gros document. J'ai parcouru tout le rapport de l'étude au fond. Et qu'avez-vous constaté? Non, j'ai constaté que les députés se sont intéressés beaucoup plus sur les indicateurs du CDMT, le cadre de dépenses à moyen terme. Alors ça, c'est les prévisions des projets. Mais maintenant, comment est-ce que les projets ont été conçus?
comment est-ce que les projets seront réalisés pour atteindre des objectifs et comment les ressources seront disposées. Tout ça là, c'est des questions de fond qu'il faut se poser. Je peux venir vous dire que demain je vais construire un hôpital, n'est-ce pas? Mais il faut que vous me posez la question, où est-ce que vous allez trouver les financements? Et c'est à quelle date vous allez nous remettre les clés? Et, parce que si vous ne précisez pas l'origine des ressources, vous prenez des intentions pour en faire des projets, vous allez voir que le projet ne sera pas réalisé parce qu'il y a les ressources qui manquent. Rappelez-vous, on nous a promis que l'hôpital, je ne sais pas quoi, Saint-Pélegrin devrait être, en tout cas, livré. Peut-être que Pélegrin n'est pas encore canonisé. Voilà, c'est vous qui me l'apprenez. Donc ça veut dire que le projet a été réalisé sur des ressources qui n'existent pas. Selon le ministre Trimois, il y a eu des intempéries qui ont ralenti les travaux. Non, moi je ne sais pas si ça a pu être inauguré. Il avait parlé du mois de juillet. Non, vous savez, c'est ce que je suis en train de vous dire. Lorsque vous organisez ou vous faites un projet sur des ressources qui n'existent pas, à un certain moment, le projet va s'arrêter. Ou le projet va connaître des retards. C'est la même chose au niveau du budget national. Et au niveau du budget, ça a été précisé que 78,76% des dons projets n'ont pas été réalisés. Or, c'est une bonne partie. 78,76%. Et cela a créé un déficit de plus de 208 milliards. Voilà le problème. Ça veut dire que ce déficit de 208 milliards faisait partie des dons que les gens avaient prévu accorder à l'État togolais pour réaliser certains projets. Donc, il y a ce déficit qui est là, qu'il faut aller maintenant chercher. Donc, ça veut dire que le projet a été bâti sur des intentions qui n'étaient pas mûres. C'est-à-dire que, parce que en matière de relations internationales, lorsque quelqu'un dit qu'il va vous aider à faire quelque chose, ça il l'a dit. L'accord de principe. L'accord de principe. Mais maintenant il faut aller aux conventions. Et qu'il faut qu'il signe la convention et que la convention soit mûre. C'est un langage, il faut que ce soit mûr avant que vous ne l'intégrez dans votre budget. Mais si vous prenez des intentions que vous intégrez dans le budget, vous allez lancer, les projets vont rester. C'est pour ça que moi je me dis que les députés n'avaient pas à s'éterniser sur les indicateurs du CDMT, mais plutôt sur les conditions de réalisation des projets. Est-ce qu'ils n'ont pas vu cet angle ou bien je n'ai pas envie de dire que ça les a échappés? Non, ça ne les a pas échappés. Vous savez, nous-mêmes quand on était à l'Assemblée nationale, le président du groupe parlementaire UNIR, à l'époque, nous disait toujours qu'eux, ils sont là pour accompagner le gouvernement. Vous voyez? Et ce qui a fait que vous allez constater que tous les budgets que nous avions votés sont revenus en collectif budgétaire, souvent en décembre, mais à la fin, lorsque nous revenons sur la loi de règlement, il y a toujours un déficit. Et les déficits se sont accumulés. Alors comment un budget qui a été voté à l'initial en décembre, qui a été corrigé en décembre, va encore présenter des déficits après décembre? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que nous on parle de l'insincérité des comptes. Parce que et c'est un principe sacro-saint en matière d'analyse du budget, vous devez être sûr que les projections ou les prévisions sont sincères. Et c'était le problème qu'il y avait entre le ministre Kako Nouboubo et le ministre de l'économie et des finances. Parce que la base même des projections, les deux ministres ne s'entendaient pas par rapport au taux de l'inflation. Parce que c'est le taux de l'inflation qui détermine la marge de la croissance. Lorsque vous vous trompez sur le taux d'inflation, ça veut dire que vous vous trompez déjà sur les prévisions. Et là, il y a eu toujours ce problème-là. Kako Nouboubo, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui, quand il voit que c'est rouge, c'est pas parce qu'il est avec vous, il peut vous regarder dans les yeux pour vous dire que... Et il y avait ce problème-là.
Et nous, on prévoyait ces difficultés-là. Et sur la base de ces éléments, nous avions toujours dit que le budget que nous avons voté n'était pas sincère. Alors ici, il est question de voir est-ce que tout ce que le budget a prévu, est-ce qu'il y a de la sincérité dans les comptes présentés? Et c'est une question, en tout cas, je ne peux pas répondre à cette question puisque je ne suis pas... Mais vous émettez quand même des doutes. Ça, c'est personnel. C'est personnel parce que je ne peux pas le dire officiellement, parce qu'il y a des éléments sur lesquels il faut se baser. Quelle est la base, l'assiette de prévision sur laquelle le gouvernement a fait cette prévision-là? Mais moi, je dis qu'il y a des éléments qui ne sont pas concrets et qui, en réalité, on devrait chercher à comprendre, à vérifier avant d'accepter que oui, c'est réalisable. L'exemple de 208 milliards de déficit qui a été réalisé en 2020 et qui va constituer un trou déjà pour 2021. Pour le nouveau budget. Et ce n'est pas sûr que en tout cas, les dons projets, ce que les gens disent que bon, on va vous aider à faire ceci, on va vous aider à ça. Rien n'est sûr que ça va se réaliser puisque le Covid-19 n'est pas terminé. Donc, chacun a ses problèmes. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver demain. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que ce sont des prévisions, mais il faut que les prévisions soient proches de la réalité. C'est en ce sens que je me suis dit que sur certaines questions, le débat devrait être beaucoup plus en profondeur. Ouro Akpo-Tchaniaou est notre invité dans cette émission qui lentement mais sûrement est en train de tirer vers sa fin. Et si nous revenons un peu aujourd'hui pour juste, je dirais, 1 ou 2 minutes sur la capacité, le pouvoir d'achat avec Covid, est-ce que ça ne risque pas d'être difficile demain sur la base de ce budget et déjà sur ce déficit? Non, c'est déjà difficile. C'est déjà difficile, mais il faut reconnaître que le ministre de l'économie et des finances a une capacité d'aller chercher les ressources. Des prêts? Oui, je l'ai suivi quand il était arrivé déjà en 2016. Il nous a ramené ce qu'on appelle le Soukouk Togo 2016 avec plus de 153 milliards financés par la BID, la Banque islamique de développement. Ensuite, il s'est retourné vers les Émirats. Et bon, à l'époque, nous avions compris, puisque le Togo avait envoyé des soldats aller se battre en Arabie Saoudite, nous avions compris qu'il y avait une histoire de contrepartie. Mais comme le dit quelqu'un, la fin justifie les moyens. Donc, et ensuite, la capacité, il nous informait la dernière fois que désormais le Togo est coté et que Moody's, l'agence qui note le Togo a intégré le système de notation. Donc nous lui faisons confiance. Sur la base de données réelles. Sur la base. Bon, vous savez, il y a eu un élément, c'est qu'il y a le rebasage de produit intérieur brut, le PIB. Il y a eu le rebasage du PIB. On est passé du système de 93 à 2008 et que maintenant la base, l'année de base aujourd'hui c'est 2013. Donc ça a fait que les données au niveau du PIB ont changé. Il y a une augmentation, ce qui a fait que le ratio dette publique sur le PIB a drastiquement baissé. On est passé de 80,8% à 51%. Cela peut permettre de dire à qui veut l'entendre que le PIB a augmenté d'une manière drastique. Mais là où il ne faut pas se faire des illusions, c'est qu'il y a un autre ratio qui nous renseigne que, attention, en fait, vous ne devez pas vous permettre de vous endetter comme vous voulez. C'est le ratio service de la dette par rapport aux recettes internes. Et que celui-ci ne doit pas dépasser 15%. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez le service de la dette, c'est tout ce que vous payez comme intérêt pour la dette que vous avez. Je ne parle pas du total de la dette. Mais chaque année, la dette produit l'intérêt. Et l'intérêt là ne doit pas, quand vous le rapportez
par rapport à vos recettes internes, ça ne doit pas dépasser 15%. Or, cette année, le service de la dette au Togo s'élève à 399,6 milliards. Alors que les recettes internes sont évaluées à 939,6 milliards. Alors quand vous faites le ratio, c'est dans l'ordre de 47%. C'est exagérément grave. Parce que quand c'est supérieur à 15%, entre 15 et 25%, on dit que vos comptes ne sont pas sincères. Il n'y a pas de sincérité. Mais quand ça dépasse 25%, ça veut dire que vous êtes dans une situation difficile. Mais en quoi le Togo est-il un exemple aujourd'hui dans le lot des pays réformateurs? Oui, le lot des pays réformateurs, c'est trop dit, parce que vous savez, il y a un travail qui a été fait, surtout en matière de l'entrepreneuriat et l'installation de l'entreprise. Hier, on peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour créer votre entreprise. Aujourd'hui, ça se fait en 2 jours. Il faut aussi voir ce qu'on met dans l'entreprise. Oui, bon, bien sûr. Moi-même, quand j'ai suivi la création d'une entreprise, ça au-delà de tout, ça a pris 1 mois et demi. Ça a pris 1 mois et demi parce que les informations, et ainsi de suite. Dans tous les cas, il y a une facilité aujourd'hui pour créer une entreprise au Togo. Et la gestion aussi du fiscal, de la fiscalité. Aujourd'hui, c'est sur déclaration, tout ça là, c'est pas trop contraignant. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes dans une situation de l'embellie économique. Non. Donc il faut quand même raison garder, reconnaître qu'il y a eu des réformes, c'est vrai, mais reconnaître aussi que la situation économique est difficile. Donc, on ne dit pas la même chose. Elle est gérée, c'est qu'on laisse une ardoise aux enfants. C'est l'exemple de ce que nous vivons dans la commune de Tchaoudian. Ceux qui étaient là, ils ont fait des choses. Aujourd'hui, c'est ceux qui sont là, qui sont en train de payer les anciennes dettes et ils laissent les besoins actuels. C'est ce qui va se passer. C'est pour ça que nous attirons l'attention de ceux qui gouvernent. Qu'il faut obligatoirement nommer un agent comptable chargé de la dette pour que les hautes personnalités du pays que la dette soit suivie pratiquement tous les jours. Parce que quand nous étions à l'Assemblée nationale, certains ministres se sont permis d'aller emprunter de l'argent au nom de l'État togolais à l'extérieur. Nous avions vu le cas du ministre de l'Agriculture avec Exim Bank Inde. Nous étions là, nous avions demandé le montant, on ne nous a jamais donné le montant. Nous avions vu à l'époque le ministre de l'économie numérique qui est allé faire un emprunt avec Exim Bank Chine jusqu'à quelque chose de 24 milliards pour installer le e-government qui n'a jamais été opérationnel d'ailleurs. Vous avez entendu parler de e-government. Oui, bien sûr. Mais e-government a coûté plus de 24 milliards, mais n'a jamais été opérationnel à ce jour. Donc, vous voyez, quand il n'y a pas un suivi dans la manière dont la dette elle est acquise, dans la manière dont elle est gérée, voilà comme ça qu'on va embêter le pays pour des broutilles, c'est-à-dire que pour faire souffrir les générations futures. Donc, c'est pour ça que nous devons nous étions, en tout cas, quand on était à l'Assemblée nationale, on était très tatillons sur la chose et je ne savais pas que les gens nous taxent de peut-être des gens qui exagéraient dans. Non, on ne s'opposait pas parce qu'il fallait s'opposer, c'est qu'on était, en tout cas, raisonnable par rapport à la situation de notre pays. Alors, merci donc à vous qui nous avez suivis, puisque le temps est complètement épuisé. Mais avant de vous laisser partir, formulez vos vœux à l'endroit de... Mes vœux. Vraiment, j'en ai au moins 2 ou 3. Le bonheur et la santé pour les Togolais. Parce que 2020 a été une année de désespoir. Nous avions connu vraiment le désespoir, beaucoup de morts. Vraiment, je m'incline devant les 2 anciens premiers ministres qui sont morts. Il y a eu 4 ou 5 ministres qui sont morts également. Il y a 2 que j'ai côtoyés. Il y a le ministre Fofana Bakalawa que j'ai connu. C'est lui qui m'a attiré en politique. Et un autre aussi qui m'a inspiré en politique, c'est
André Johnson. Vous savez, c'est sa place que j'ai occupée pendant 5 ans au niveau de l'ANC. Il était secrétaire général adjoint. C'est quand il était parti que j'ai eu la chance d'occuper ce poste-là. Mais c'est un homme affable, personnel. Donc, ces deux personnalités m'ont marqué politiquement. Et il y a d'autres aussi qui sont passés. 2020 a été vraiment une année de désespoir. Et sur le plan politique, nous avons vécu des choses très difficiles. Et nous pensons que 2020 va partir avec tout ça là. Et on va revenir sur de bonnes bases. Sur le plan politique, je souhaite qu'on puisse mieux se comprendre. Si on doit se parler, qu'on se parle sincèrement. Je l'ai dit, les Ivoiriens l'ont dit, quand on se parle, on finit par se comprendre. Donc, la compréhension pour le peuple togolais, la compréhension pour les responsables politiques, la compréhension avec une base, puisque je suis un élu local, et vraiment beaucoup de courage. Je formule le vœu aussi que 2021, qu'aucun journaliste ne soit arrêté, qu'aucun politicien ne soit arrêté, que tout le monde, les arbitraires, l'arbitraire, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique et partout, que l'arbitraire cesse. Je tiens sincèrement à vous féliciter et à vous remercier pour l'honneur que vous avez fait en m'invitant pour participer à cette émission. Merci donc à vous, Oloraguro Akpo Tchaniao. Je rappelle que vous êtes un des responsables, un responsable dans l'hémisphère, à un niveau donné de l'Alliance nationale pour le changement. Je suis le secrétaire général. Voilà, c'est ce que je tente d'habiller. Voilà. Et vous êtes également un élu local qui fait du bon boulot pour le Tchaoudjo. Et je crois que pour l'année 2021, tout ce qui constitue aujourd'hui les difficultés vont pouvoir s'arranger pour vous permettre de véritablement œuvrer à la construction d'une ville qui va favoriser le plein épanouissement. Et qui me tient beaucoup à cœur. Je dis à nous. Merci beaucoup. Merci donc à vous qui nous avez suivis. C'était votre émission Sans langue de bois avec notre invité Olo Akpo Tchaniao. Merci et bonne suite.